Des sociétés anarcho-capitalistes qui ont bel et bien existé dans des lieux et à des moments précis de notre histoire? Avaient-elles des routes? Ont-elles connu des invasions d'ours? Ou ont-elles prospéré économiquement tout en garantissant la paix et l'ordre? C'est ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous allons partir en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, du Moyen-Âge en passant par la conquête de l'Ouest jusqu'à des expériences contemporaines. Bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Dans les hautes montagnes d'Asie du Sud-Est vivent depuis plus de 2000 ans des peuples autochtones qui refusent l'autorité des États auxquels ils sont censés appartenir. Pour désigner cet ensemble de territoires, le mot Zomia a été choisi par l'historien néerlandais William Van Schendel en 2002. Puis il a été popularisé par l'anthropologue James A. Scott, professeur à l'université de Yale, dans son livre Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, paru en 2009. Au sens étymologique, Zomia est un terme commun à plusieurs langues tibéto-birmanes, qui signifie « gens de la montagne ». Le territoire est aussi grand que l'Europe, avec 2,5 millions de kilomètres carrés. Il est situé à plus de 300 mètres d'altitude et c'est un territoire très boisé. Près de 100 millions de personnes y vivent. Ils sont regroupés en tribus montagnardes et sont plus connus sous leur nom d'ethnie. Les Miao en Chine, les Hmong en Chine, au Vietnam et au Laos, les Karen en Birmanie, et on peut citer encore une dizaine d'autres. Pour comprendre comment cela est possible, il faut comprendre qu'en Asie, la conception de l'État est différente de celle que l'on retrouve en Europe, avec les États-nations formés par des frontières. En Asie, les États sont plutôt des territoires avec une zone d'influence et des contours mouvants, qui sont limités aussi bien par les États voisins, mais aussi la géographie. Et donc, c'est grâce à ces montagnes pouvant atteindre jusqu'à 4000 mètres et recouvertes de jungle que ces peuples peuvent vivre en dehors de l'État. Le professeur Scott résume cette idée dans ces mots. La plaine c'est l'État et la montagne c'est la liberté. Cette volonté d'esquiver l'État et toute forme de pouvoir s'est retrouvée dans le mode de vie des populations de la Zomia. Elles se sont organisées en communautés, en tribus, très indépendantes et différentes les unes des autres. Pour vivre de manière autonome, les peuples des montagnes pratiquent la cueillette et la culture sur brûlis, ce qui leur permet une autonomie et une mobilité importante. Ainsi, cette pluralité de minorités a conduit à une variété immense de cultures et de traditions propres à chaque entité de la Zomia. La principauté de Sealand est une micronation qui revendique comme territoire la Rouse Tower, une plateforme offshore située dans les eaux internationales de la mer du Nord. Rouse Tower est en fait un fort maritime désaffecté, construit comme une plateforme de canons anti-aériens par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1967, le fort est occupé par la famille et les associés de Roy Bates, un ancien militaire britannique. Il a tenté d'établir Sealand en tant que nation en 1975, mais Sealand n'est officiellement pas reconnu par la communauté internationale. Roy a quand même rédigé une constitution nationale et a créé des symboles nationaux. Ils ont une monnaie officielle, le Sealand Dollar, qui est indexé au dollar américain. Aujourd'hui, la principauté a une population qui varie entre 2 à 15 personnes. Mais de quoi peuvent-ils bien vivre? Sealand, pouvant accueillir entre 160 et 200 personnes, a commencé par intéresser des hommes d'affaires. Ainsi, Roy Bates a reçu des projets de casinos, d'hôtels, et même des services de renseignement de pays communistes d'Europe de l'Est pendant la guerre froide. Mais le seul de ces projets réalisés fut celui de développer un paradis internet extraterritorial. Bates signa alors un accord avec la société américaine Avenco. La principauté abriterait contre finance des serveurs informatiques. Quelques années auparavant, elle abritait déjà les serveurs de Napster, un logiciel de partage et de téléchargement pair à pair. Le 9 août 2007, la principauté annonce le lancement du site du casino en ligne commandité par Avenco, proposant aux participants des gains totalement exempts d'impôts. Malheureusement, le projet avorte et le centre de données est déplacé à Londres. Aujourd'hui, Sealand vit essentiellement de la vente de livres sur l'histoire du fort et de Sealand, avec des anecdotes assez folles sur sa lutte avec le gouvernement britannique. L'actuel roi de la principauté est le fils de Roy, Michael Bates. Celui-ci a d'ailleurs déjà rencontré Patrick Friedman, petit-fils du libéral et prix Nobel d'économie Milton Friedman et fils de David Friedman, économiste libertarien reconnu qu'on a déjà évoqué. Patrick Friedman est un activiste libertarien qui a fondé le Seasteading Institute, qui a pour but de construire des forts en mer dans les eaux internationales qui seraient indépendants des États et donc soumis à aucune loi, pour pouvoir tester différentes formes de gouvernance.
La Somalie est souvent citée comme un exemple de société sans État défaillant, mais allons voir ça de plus près. Le pays est établi en 1960, à partir d'anciens territoires coloniaux britanniques et italiens. En 1969, le communiste Siad Barre organise un coup d'État et prend le pouvoir par la force avec le soutien de l'URSS. Pendant la guerre froide, il va faire passer le pays dans le camp des États-Unis. Mais sa politique intérieure, elle, est bien restée socialiste. Centralisation extrême et inefficace, inflation, népotisme, il fit en sorte d'empêcher tout pouvoir indépendant de l'État. L'armée et l'administration engloutissaient 90% des dépenses étatiques, tandis que les services économiques et sociaux en possédaient moins de 1%. En 1991, le dictateur est renversé après plus de 20 ans de règne, plongeant le pays dans le chaos. Le gouvernement central s'effondre complètement, laissant un vide politique. Vide qui a été rempli par des milices claniques, des seigneurs de guerre et des groupes islamistes, créant une fragmentation du pouvoir à travers le pays. Pendant cette période, aucune autorité centrale ne contrôlait véritablement l'ensemble du territoire somalien. À la place, diverses structures et gouvernances locales, souvent fondées sur des coutumes et des clans, ont pris le contrôle. En effet, en Somalie existe un droit coutumier appelé XER. Il a joué un rôle central dans la résolution des conflits, des interactions sociales dans certaines régions. Le XER est souvent cité comme une sorte de droit privé local, où les individus et les groupes contractent des accords volontaires sans intervention d'une autorité centrale. Le XER est construit autour de la compensation de la victime, appelée DIA, et non autour d'un système de punition ou d'emprisonnement. André Lesage, un politologue à la National Defense University, écrivait en 2005 que le XER aurait permis de maintenir une parcelle de paix et de sécurité dans différentes parties du pays, et qu'imposer un système unique à toute la Somalie n'aurait pas fonctionné localement. Il ajouta même que dans ces circonstances, l'intervention de l'état de droit aurait en réalité créé plus de conflits en se passant des structures de maintien de la paix locale et de dispositions de sécurité. La Somalie est parvenue à développer un système monétaire fonctionnel, grâce à un mix entre l'argent datant de la période Barre, de la fausse monnaie basée sur sa dernière et du dollar US. En réalité, l'absence de régulation étatique aurait permis de faire prospérer l'économie. Selon un article de 2007 paru dans le Journal of Comparative Economics, l'espérance de vie est aujourd'hui plus grande que durant les dernières années d'existence de l'État. La mortalité infantile a diminué de 24% et la mortalité maternelle a chuté de plus de 30%. Le taux de nourrissons avec un faible poids à la naissance a été réduit de plus de 15%. L'accès aux établissements de santé a augmenté de plus de 25% et celui aux installations sanitaires a grimpé de 8%. Et enfin, l'extrême pauvreté a chuté de 20%. Aussi, l'utilisation de télévision, de radio ou de téléphone a été multipliée entre 3 à 25 fois. Entre 1989 et 2000, la valeur et le volume du commerce de bétail de la Somalie vers le Kenya a augmenté respectivement de 250% contre 218% dans l'autre sens. Sur la majorité des indicateurs et sur la même période, la Somalie s'est beaucoup plus améliorée que ses voisins. Et s'est même améliorée sur un certain nombre de points sur lesquels ses voisins se sont empirés. Même si la Somalie restait néanmoins une nation désespérément pauvre et sous-développée. L'accès à l'eau potable ne s'est pas amélioré et le taux d'alphabétisation a chuté. Le PIB du pays s'est effondré dans les 10 années suivant la disparition de l'État somalien, mais ces chiffres sont contestés car Barre aurait modifié à la hausse ces chiffres quand il était au pouvoir. En 2006, une coalition islamiste a pris le pouvoir pour y imposer la charia. À la fin de l'année, une invasion commandée par les États-Unis et menée par l'Éthiopie, l'éternel ennemi de la Somalie, a ramené le chaos dans de nombreuses régions du pays en entraînant 10 000 morts civiles. Shoal Shey, un ancien directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale d'Israël et directeur de recherche à l'Institut international pour la recherche sur le terrorisme, a écrit le livre La Somalie en transition depuis 2006. Il montre que le pays a été plus victime que bénéficiaire des tentatives de l'Occident pour remédier à ces problèmes. Le cas de la Somalie est intéressant car il nous montre le cas d'une société sans État suite à une disparition brutale de celui-ci dans un contexte de conflit armé et de pauvreté. Si la sécurité n'a pas pu être assurée, l'économie a quant à elle réussi à prospérer sans État, notamment grâce à un système de droit privé local ayant permis de créer des zones de paix. En réalité, sans autorité, les gens au quotidien tentent de survivre et de coexister en travaillant et en coopérant. Et d'ailleurs, la mise en place après 2006 de systèmes de gouvernance centralisés ou même l'interventionnisme américain n'a pas résolu les problèmes du pays. Parlons de l'expérience de Grafton, qui est souvent utilisée par les détracteurs du libertarianisme comme étant la preuve ultime que l'anarcho-capitalisme ne peut pas être mis en place. L'expérience de Grafton est une tentative d'expérimentation de mise en place d'une société anarcho-capitaliste à l'échelle locale faite par des libertariens. Elle fait l'objet du livre écrit par Matthew Ongol Etling, A Libertarian Walks into a Beer, qui au final est l'unique source utilisée par nos amis communistes, socialistes ou autres étatistes. Que s'est-il passé à Grafton? Des libertariens appartenant au Free State Project sont venus s'installer dans la ville de Grafton, dans l'état de New Hampshire aux USA, pour former le Freetown Project. On avait déjà parlé du Free State Project dans la vidéo sur le traitement du libertarianisme par les médias français, n'hésitez pas à aller la regarder. Le Free State Project est un mouvement libertarien aux USA créé en 2000 ans qui prône une migration des libertariens vers un État dans le but de s'y implanter politiquement, de se faire élire et donc de réorienter les politiques vers des idées libertariennes. Ils ont choisi le New Hampshire en 2003 et représentent aujourd'hui 5% des sénateurs et représentants de l'État.
Le Freetown Project, lui, est un projet à l'échelle d'une ville, et en l'occurrence c'est Grafton qui a été choisi en 2004. Le projet a été arrêté en 2016 car ça s'est pas super bien passé. En effet, les déchets se sont entassés dans la ville, il y a eu une hausse de la criminalité, on parle de la venue de délinquants sexuels, et aussi ce qui a fait couler le plus d'encre, car apparemment selon les gauchistes c'est plus grave que les délinquants sexuels, il y a eu dans la ville une recrudescence d'attaques d'ours. Sauf que ça c'est si on s'arrête à ce qui est dit dans le livre de Hongold. Déjà de 1998 à 2014, le nombre d'ours a doublé dans l'état du New Hampshire. Et justement, la région a des antécédents avec les ours. Et cela a duré pendant plus de 2 siècles. Déjà au XVIIIe siècle, des primes pour les chasseurs d'ours étaient mises en place. Encore aujourd'hui, il y a des accidents impliquant des ours dans le New Hampshire. Et certains font l'objet d'articles, comme l'incident de Gratton en 2018 ou à Canaan en 2020. En 1990, l'État a rouvert la chasse aux ours, une première depuis des décennies, et 1500 ours ont été tués de 2003 à 2014. Mais les survivants se sont séparés et une population de quasiment 5000 ours a été atteinte en 2005. Même en allongeant la saison de chasse, le nombre d'ours augmenta de plus de 1000 entre 2006 et 2013. Et environ 600 plaintes par an impliquant des ours ont été émises. Pendant le Freetown Project, les habitants de Grafton ont demandé de l'aide à l'agence responsable de la chasse et de la pêche du New Hampshire. Et celle-ci leur a répondu que tuer des ours sans permis était illégal. Car oui, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que Grafton était toujours soumise aux lois de l'État de New Hampshire. Il n'y a pas eu de sécession avec celui-ci. En réalité, les libertariens ont simplement réussi à faire baisser les dépenses publiques. Et d'ailleurs, les médias qui évoquent le Freetown Project parlent de la venue de dangereux libertariens armés. Ils étaient donc venus avec leurs armes et auraient pu certainement tuer ces ours. Mais ils ne l'ont pas fait car ils n'en avaient pas le droit, à cause de l'État du New Hampshire. Maintenant, concernant la criminalité, elle a augmenté déjà dans l'État depuis 2007. Et forcément, ils ont exploité une faille majeure dans l'expérience de Grafton, l'arrêt du financement de la police. Alors qu'en fait, il aurait fallu privatiser la police, en faisant appel à une ou plusieurs milices privées, qu'elles soient extérieures à la ville ou internes, en demandant à des habitants volontaires armés. Mais encore une fois, ils n'en avaient pas le droit. En fait, l'échec du Freetown Project est que ses membres ont utilisé leur influence électorale dans le but de réduire le budget de la ville, ce qui en soi n'est pas du tout une mauvaise chose, mais derrière, il fallait opérer un véritable changement politique en privatisant les services publics. Ce manque de vision est un reproche que l'on peut faire aux libertariens du Free State Project, où on y voit surtout des libertariens très progressistes, open borders et anti-police. Bref, des libertariens hippies un peu de gauche. Une anarchie n'est pas une société sans ordre, c'est une société sans État, c'est-à-dire sans monopole de la violence légitime. Au contraire, dans une société anarcho-capitaliste, une ville pourrait ne pas laisser n'importe qui rentrer, se défendre des criminels avec une milice privée et un système juridique privé. On a vu d'ailleurs pas mal d'exemples dans cette vidéo. Et pour les ours, pas besoin de permis. Une bonne vieille prime à l'ancienne, ça marchait très bien. Tout cela n'a pas été fait à Grafton car ils ont pensé à enlever sans remplacer. Et de toute manière, ce n'était pas possible car il n'y a pas eu de sécession avec l'État. D'où leur échec. Mais le Free State Project n'est pas mort pour autant. Et on peut espérer qu'ils recommencent localement un Freetown Project en ayant appris de leurs erreurs, ou alors qu'ils arrivent enfin à le mettre en place au niveau de l'État. Cette fois-ci, ils devront penser mieux leur projet avec un plan, par exemple en faisant ce que fait Javier Milei en Argentine, en enlevant les services publics inutiles et en privatisant les autres. Le Liberland est le premier pays ouvertement libertarien au monde. Il a été fondé en 2015 par Vít Jedlička, un économiste et homme politique tchèque. Le territoire de 7 km² est situé sur la rive ouest du Danube. En effet, la Croatie et la Serbie ont défini leurs frontières notamment en fonction du cours du Danube. Et certains bancs de sable, dont celui qui sert de territoire au Liberland, sont considérés comme étant serbes par la Croatie et croates pour les Serbes. Ce qui en fait donc, ou en faisait donc, une terra nullius. C'est à peu près la même chose qui s'est passé avec la République de Cospaïa. Le 13 avril 2015, Vít a officiellement réclamé la création de la micronation et proclamé la République libre du Liberland, tout en investissant les lieux avec des volontaires. Les autorités serbes et croates n'ont pas vraiment apprécié et régulièrement les colons se faisaient chasser de leur territoire revendiqué. Mais ça s'arrange un peu au fil du temps. D'ailleurs, la Croatie depuis 2023 parle de para-État pour évoquer le Liberland. Dans un article d'octobre dernier de BFM Crypto, Vít explique qu'il y a actuellement une dizaine de personnes présentes en permanence sur place, qui pour l'instant dorment avec des lits de camp et des tentes. Mais actuellement, ils seraient en train de construire à l'intérieur et autour du Liberland, afin que des milliers de personnes puissent venir s'y installer l'année prochaine. Une clinique est d'ailleurs en cours de construction par exemple. Au niveau du fonctionnement, les habitants doivent respecter quelques règles. Ils doivent respecter les droits d'autrui indépendamment de leur race, de leur ethnie, de leur orientation sexuelle ou de leur religion, respecter la propriété privée d'autrui, ou s'opposer à l'usage de la force ou de la violence à l'encontre d'autrui. Le type de gouvernance est pensé comme étant un mélange entre une entreprise privée et une démocratie directe à la Suisse, avec un président qui pour l'instant est Vít lui-même, et un gouvernement avec des ministres.
D'ailleurs, en octobre dernier, c'est Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, qui a été élu Premier ministre. Ils mettent d'ailleurs à disposition un wiki ou encore un repo GitHub avec notamment la constitution du pays. L'économie du pays serait basée sur l'utilisation de la blockchain et des crypto-monnaies. Même si toutes les devises sont acceptées, le Liberland met à disposition une monnaie officielle. Une crypto appelée Liberland Dollar qui est déjà disponible et utilisée par les citoyens. Mais il y a aussi un autre token qui s'appelle le Liberland Merit qui lui est utilisé pour les élections. Il a été lancé le 6 octobre dernier dans le cadre justement de l'élection de Justin Sun. Le Liberland propose une fiscalité basée sur le volontariat. Vous payez les impôts si vous en avez envie et pour financer les projets de votre choix. Actuellement, 750 000 personnes auraient demandé la citoyenneté que vous pouvez obtenir pour 10 000 $. On a déjà consacré toute une vidéo sur le Liberland, je vous invite à aller la voir. En tout cas, le projet est intéressant car il nous donne des pistes de ce que pourrait être un pays libertarien. Le projet Monténibéro est un appel de regroupement des libéraux et des libertariens au Monténégro, afin d'y obtenir une influence grandissante et d'y faire appliquer les principes libertariens. Le projet a été lancé par des libertariens d'Europe de l'Est. L'objectif est de mettre en place une société libertarienne durable à l'échelle d'une nation, qui servira d'exemple pratique démontrant la faisabilité de la mise en place d'idées de liberté, de non-agression et d'auto-organisation. Leur méthode pour y parvenir est de tester au fur et à mesure des hypothèses et voir si c'est viable. En juin 2024, le noyau militant est estimé à environ 200 participants et environ 2000 personnes apportent leur aide au projet. Une première famille s'est installée en décembre 2020, puis un premier terrain a été acheté en avril 2021 dans la ville de Bar, qui est le plus grand port de marchandises du pays. Le projet de créer Monténibéro City est toujours en cours de construction et depuis le 1er décembre à 10 minutes de marche de MTL City a débuté la construction de Monténibéro Village, qui accueillera des villas modulaires sur des terrains de 200 m², bientôt disponibles à l'achat. Ils sont désormais une centaine sur place. Il y a des rencontres régulièrement organisées et depuis l'année dernière, il y a même un festival libertarien qui aura lieu chaque année. Le projet se décline sous 3 formes. Il y a d'abord le mouvement Monténibéro, qui est un mouvement social auto-organisé sans forme juridique définie, et dont les participants sont libres de choisir et de mettre en œuvre leur propre initiative. Il y a ensuite l'association Monténibéro, une structure à participation fixe, qui permet de mettre en œuvre des projets importants nécessitant plus d'efficacité, sans pour autant revendiquer le monopole de la représentation des intérêts du mouvement. Et enfin, le fonds MTL est une structure de type DAO, c'est-à-dire une structure sous forme de société par action sur la blockchain. Son but est d'apporter un soutien organisationnel, technologique et en ressources au projet. Il agit à titre de coordinateur et de modérateur, et a permis de financer diverses activités sur place, dans l'immobilier, dans le minage de Bitcoin, de location de voitures ou encore de concours entrepreneurial. Ce fonds est désormais supérieur à 450 000 € et plus de 260 personnes y participent. Le fonds MTL utilise le MTL Token, basé sur le protocole Stellar, et propose aussi le EURMTL, qui est un stablecoin local adossé à l'euro, pouvant être utilisé sur place en remplacement du cash. En effet, le point fort du Monténibéro repose sur la mise en place d'une tokenomics, ou blockchainisation des relations. Grâce à la blockchain, les membres de la communauté peuvent résoudre la plupart de leurs problèmes, que ce soit toute forme d'échange d'actifs, de transferts transfrontaliers, de financement participatif de projets commerciaux ou non commerciaux, de prêts à la consommation, de tokenisation immobilière, ou même encore enregistrer tout type de contrat ou de relation comme le mariage par exemple. En effet, la blockchain permet de faire tout cela avec fiabilité, transparence et de manière décentralisée. Ce projet est encore en phase de développement précoce. À l'instar du Liberland, il propose un véritable laboratoire d'idées libertariennes, reposant sur des technologies blockchain et crypto-monnaies, créant ainsi un cadre innovant et décentralisé. On a donc pu voir qu'il existait des exemples historiques qui se rapprochaient au moins sur certains aspects de mise en place de sociétés anarcho-capitalistes, mais aussi des projets récents utilisant directement les concepts libertariens et les nouvelles technologies. On a pu voir des systèmes politiques décentralisés basés sur la libre association avec une autonomie locale, des systèmes de sécurité et de justice privés, des économies de capitalisme laissez-faire, avec même dans certains cas des avancées sur leur temps en termes de liberté religieuse ou sur les conditions humaines. On a pu voir beaucoup de réussites en termes de prospérité économique ou de médiation privée de conflits. Mais je pense aussi avoir été dans cette vidéo plutôt transparent quant aux défauts ou carrément aux échecs de certains systèmes. D'ailleurs, vous remarquerez que le premier ennemi de toutes ces expériences est toujours l'étatisme, extérieur comme intérieur. Pour la mise en place d'un système anarcho-capitaliste, le contexte géopolitique et sécuritaire aura un impact capital. En fonction d'où on part, on n'aura peut-être pas le choix que d'avoir un plan progressif de libéralisation, un petit peu à l'image de ce que peut faire Javier Milei en Argentine. Mais cela ne veut pas dire qu'une société sans État est impossible. S'il faut enlever l'inutile, il faut remplacer le nécessaire qui est détenu actuellement par le monopole étatique
par une solution issue du libre marché, de la propriété privée et du libre consentement. Dans tous les cas, le mieux est de faire sécession ou carrément de partir d'une terra nullius. Enfin, il ne faut pas oublier que même dans les pires moments, les personnes ont naturellement plutôt intérêt à résoudre leurs conflits de manière pacifique et à commercer. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite sur le Média Libre pour parler encore de liberté.